Vous êtes sur le point d'écouter une mini-disto tirée du journal d'enquête d'Émile et Sébastien. Seb, comment ça va ce soir? Ça va bien et toi, Émile? Ça va très bien parce qu'aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps. Oui. Dans les balbutiements du jeu vidéo commercial, je pourrais dire, parce que le jeu vidéo lui-même remonte à plus loin que ça, mais on va se transporter au début des années 80 pour parler d'une époque un peu mythique du jeu vidéo. Oui, il y a eu une époque vraiment de hausse où c'était vraiment la folie avec des jeux notoires, l'arrivée des consoles de salon et tout ça, le passage de la grosse console arcade à la console de salon, les jeux vidéo pouvaient maintenant rentrer dans les familles. Puis par la suite, il y a eu un crash donc en 1983, donc une grosse débandade de l'industrie du jeu vidéo. Puis il y en a qui diront que c'est à cause du sujet d'aujourd'hui. On aura la chance d'en parler. On va vous parler donc du jeu vidéo E.T., le jeu vidéo enterré dans le désert. Parce que si vous avez lu notre BD en collabo avec Low Reader et le label 619, Run et tous nos amis, là, Pivoine, Rours, Petit Rapace et Cogumeli aussi qui a fait la couverture, eh bien, on pensait que ça pourrait être le fun de traiter d'une histoire qui a inspiré ces histoires-là. Parce que les trois histoires qu'on a imaginées avec Run dans la bande dessinée, c'est un peu tiré de faits réels. Exact. Celle sur les Red Room est tirée évidemment d'histoires connues, mais entre autres Peter Scully. Celle où on a un influenceur toxique qui parvient à amener quelqu'un à vouloir faire une tuerie de masse. Évidemment, c'est un peu inspiré de Andrew Tate et des influenceurs un peu alt-right. Et puis, l'histoire où justement une streameuse Twitch découvre un jeu vidéo dans le désert qui est hanté et qui vit plein de mésaventures par la suite, est un peu inspiré de celle de E.T. en fait. Oui, absolument. Non, je trouvais ça bien d'aller là, mais à l'époque d'aujourd'hui, en fait, ça ramène cette histoire-là, puis ça ramène aussi une forme de nostalgie aussi. Je trouvais ça intéressant également. Donc, on voulait prendre un peu de temps pour raconter un peu cette histoire de légende de jeux vidéo enterrés dans le désert, parce que ça a longtemps été un peu une légende urbaine. Est-ce que c'est vrai que des surplus d'inventaire de jeux vidéo ont été enterrés? Est-ce que c'est vrai que E.T. en faisait partie? Quels autres jeux vidéo faisaient partie de cette fameuse batch de cartouches enterrées par Atari à l'époque? Vous allez voir, on va faire le tour un peu de tout ça aujourd'hui. On n'avait pas la même conscience environnementale. Oh non! Alors, on pourrait imprimer trop de cartouches. Puis enterrer ça comme ça, là, sans rien recycler, quoi que ce soit. Yes. Puis en plus, le jeu vidéo E.T. l'extraterrestre, qui est inspiré du film, il est considéré aussi, Seb, comme le pire jeu de l'histoire. Oui, OK, à ce point-là. Donc, on va avoir la chance un peu d'en parler parce qu'il y a eu des très mauvaises critiques à l'époque. Donc, ça risque d'être très intéressant. Les distordus parmi vous, dites-nous si vous possédiez en fait une vieille console de l'époque ou peut-être que vous avez vu ça chez vos parents. Moi, j'ai pas eu de console Atari. J'étais peut-être trop jeune pour ça. Mais j'en ai eu d'autres vieilles par la suite que j'ai acquéri sur le tard. Mais j'ai pas eu la chance de jouer à E.T. l'extraterrestre, malheureusement. J'aimerais bien ça, par contre. Ouais, moi non plus. Puis il doit avoir, avec les simulateurs, il doit avoir la possibilité de jouer aujourd'hui. Puis même de t'en commander une. Il y a encore des cartouches qui existent. Oui, sûrement. Mais oui, t'as raison. Oui, qui sont pas trop hors de prix. Là. OK, c'est ce que je me demandais justement au niveau du prix. Parce que, mais oui, t'as raison. C'était 82, je pense. Donc, moi, j'avais quelques années. J'étais tout jeune aussi. Là, donc, c'est sûr qu'on pouvait pas avoir ces consoles-là. On a plus goûté au Nintendo ou Commodore, des trucs comme ça, qui est plus ordinateur. Bref. Donc, Seb, on se transporte aujourd'hui quelques décennies dans le passé, au début des années 80, pour vous mettre un peu de contexte sur l'industrie du jeu vidéo et du divertissement à cette époque-là. Donc, au début des années 80, l'industrie était en pleine effervescence, mais aussi en pleine mutation. Les jeux vidéo étaient principalement joués sur des bornes d'arcade et les consoles individuelles n'étaient pas aussi répandues. En France et en Amérique, de 1975 à 1983, l'industrie du jeu vidéo reposait principalement sur l'importation de machines et de jeux.
C'est durant cette période que les structures industrielles, en particulier les éditeurs de jeux, ont commencé à émerger. Aux États-Unis, Atari était un acteur majeur de l'industrie, parce que Atari, c'est américain. On a parfois tendance à penser que c'est japonais, mais non, c'est américain. La société avait popularisé le matériel basé sur des microprocesseurs et les jeux stockés sur des cartouches ROM interchangeables avec sa console Atari 2600, qui était un peu leur flagship, sortie en septembre 1977. Atari allait révolutionner le monde du jeu vidéo en amenant les jeux populaires dans les salons des gens et pas seulement dans les arcades. Lorsque la première console Atari sort en 1977, les gens font la file et couchent dehors, en dehors de chez Sears, pendant des heures pour faire l'achat de la fameuse console. Chez Simpson Sears. Exact. Atari allait ouvrir donc la porte à Nintendo, mais aussi à Sega là, quelques années plus tard, qui allait aussi débarquer avec des consoles de salon disponibles pour tous. Puis là, on va parler un peu des jeux vidéo les plus vendus en 1982, Seb, parce que c'est loin d'être les mêmes marques qu'aujourd'hui. Oui, exact. Il n'y a pas d'Assassin's Creed et puis de Call of Duty ici. Là. Grand Theft Auto. Donc, les jeux pour la Atari 2600, puis vous allez voir les chiffres aussi qui sont quand même extrêmement impressionnants pour l'époque. Pac-Man, évidemment, tout le monde connaît Pac-Man parce que c'est une des plus grandes licences de jeux jamais produites, était le numéro 1, donc en 1982, 7,7 millions d'exemplaires. Incroyable. Hey, c'est incroyable parce que ça coûtait cher, une console de jeu. Comme l'Atari 2600, c'était révolutionnaire. Les gens qui avaient ça, c'était vraiment des gens à la fine pointe de la technologie. C'est quand même niche. 7,7 millions d'exemplaires, c'est un gros chiffre. Ça m'a surpris, honnêtement. C'est des vrais early adopters, comme tu dis. Ben oui, exact. Puis il y en avait beaucoup, là. Et Pac-Man, ben on le sait, c'est le petit bonhomme, en fait, qui se promène un peu dans un labyrinthe et qui doit éviter les fantômes. Oui. Au numéro 2, on retrouve un jeu d'aventure vraiment épique. Seb, je pense que plusieurs d'entre nous ont eu la chance d'y jouer. Pitfall, qui s'est vendu à 4 millions d'exemplaires. Donc déjà, presque, Pac-Man s'est vendu au double quand même. Puis Pitfall, je dois dire, même à l'époque, était très cool. Hein? Un jeu d'aventure où on saute par-dessus on agrippe des lianes, on doit traverser des obstacles, on est dans la jungle, il y a des échelles, des souterrains, des animaux qu'on doit éviter. Puis tout ça, c'est en petits pixels avec un nombre très limité de couleurs. Exact. Moi, j'ai tellement joué. C'est dans les premiers jeux que j'ai eus sur mon ordinateur personnel à l'époque, Pitfall. C'était peut-être une version après celle-là et... c'était incroyable, là, honnêtement. Même, je lisais, avant qu'on entre en autre, ça a même révolutionné un peu la forme de gaming de Pitfall a amené une forme de révolution dans le jeu vidéo. Il disait qu'à l'époque, le side-scrolling, un peu comme ça, là, ça n'existait pas tant. C'est aussi la base de tout ce qui est devenu Uncharted et des gros jeux d'aventure un peu comme ça. Vrai, là. Même Tomb Raider, à la limite. Tomb Raider, carrément, ben oui. Pitfall est sans aucun doute l'ancêtre de ces jeux d'aventure-là. Là. Au numéro 3, on retrouve Astéroïde, donc Asteroids, qui lui était déjà un jeu bien connu sur la borne d'arcade, qui est sorti en 81 à 3,8 millions d'exemplaires. Donc, c'était la meilleure vente d'Atari avant l'arrivée de Pac-Man. C'était ça le jeu le plus populaire. Donc, Astéroïde, c'est un petit vaisseau un peu en triangle fait avec quelques petits pixels. Tu dois tirer sur des vagues d'ennemis qui arrivent. Là. C'est très classique. Je ne sais pas si c'est un nom, ces jeux-là, les geeks de jeux vidéo. Il y en a un. Des jeux par vagues d'ennemis ou autres. Là. Donc, c'était ça le top 3. Il y a aussi d'autres jeux notables qui sont sortis en 82, dont Donkey Kong Jr. de Nintendo, qui est sorti aussi cette année-là, Pole Position de Namco, un jeu de course, et Zaxxon de Sega, qui est un jeu, me semble, de science-fiction. Ces jeux ont également contribué à la popularité croissante des jeux vidéo de cette époque. Donc, c'est vraiment l'époque de ces jeux-là. Le Super Mario n'existait pas encore à cette époque-là. Donc, en résumé, le début des années 80 a été une période de croissance rapide, mais aussi de turbulence pour l'industrie du jeu vidéo, avec l'émergence de nouvelles technologies et de nouveaux acteurs. Cependant, l'industrie a été marquée par le crash du jeu vidéo de 1983, principalement aux États-Unis.
Ce crash a été causé par une surproduction de jeux vidéo de mauvaise qualité en 82, ce qui a conduit à une perte de confiance des investisseurs et des marchands de jouets. Plusieurs entreprises du secteur ont fait faillite et une surproduction de cartouches de jeux a été détruite. On a l'impression que les manufacturiers voyaient là trop d'opportunités et qu'ils ont tenté de maximiser tous les concepts de jeux de l'époque en les récupérant là, à gauche et à droite. Il faut le dire, les types de jeux vidéo de l'époque étaient souvent similaires. Des platformers, un peu comme on parlait, des jeux de vaisseaux qui éliminent des vagues d'ennemis, ou des jeux de gravité un peu comme Tetris, là, ou encore des jeux où on attaque des ennemis en cercle. Astéroïdes, c'était sur le côté, mais il y en avait d'autres que tu es au centre, puis tu dois tourner ton vaisseau et tirer autour. Là. Donc, ça revenait pas mal au même. Malgré ce crash, l'industrie a continué à évoluer et par exemple, Nintendo a lancé la NES, la Entertainment System, en 1983 au Japon, qui a contribué à changer la relation entre les fabricants de consoles et les développeurs de logiciels. Cela a conduit à des jeux de meilleure qualité, ce qui a aidé à changer l'attitude d'un public qui s'était lassé des jeux mal produits. Et par la suite, après ce crash-là, il y a eu une évolution fulgurante avec Nintendo, Super Nintendo, jusqu'aux années 90 aussi. Là. Oui, exact. Sega qui est embarqué dans ce milieu-là. Là. Revenons au début des années 80 pour mieux s'attacher à notre histoire. Suite au succès commercial du film E.T. l'extraterrestre en juin 82, Steve Ross, PDG de la société mère d'Atari, Warner Communications, a commencé des négociations avec le réalisateur du film Steven Spielberg, là, qu'on connaît bien, et son distributeur Universal Pictures pour acquérir une licence afin de produire un jeu vidéo qui serait basé sur le film de E.T. Pour vous remettre en perspective de l'époque, le film E.T., réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1982, a été un énorme succès commercial et critique. Là. C'était un bon film à l'époque. Il est devenu même le film le plus rentable de l'histoire, encore une fois à cette époque-là, qui a dépassé la Guerre des Étoiles. Le film a reçu de nombreuses nominations, plusieurs récompenses, dont 9 nominations aux Oscars et 4 Oscars finalement. Il a également été acclamé par la critique par sa narration, ses effets spéciaux révolutionnaires, on se rappelle des années 80, et sa capacité à émouvoir le public. Le succès du film a également eu un impact significatif sur l'industrie du divertissement dans tout son ensemble. Il a stimulé les ventes de produits dérivés et a influencé la culture populaire de l'époque. Là. C'est vrai que c'est un des premiers films qui est devenu toutes sortes de jouets. Là. Oui. On comprend donc pourquoi il y avait un attrait à produire un jeu tiré du film. Là. Il y avait une opportunité. Mais malgré, tu sais, comme on le comprend, là, le film, c'est vrai que c'était beau, c'était bon, mais c'est dur de trouver, j'ai l'impression, un narratif, surtout à l'époque, avec les possibilités même techniques de faire des jeux. On dirait que je vois mal, je me demande dans quelle idée qu'ils ont eu pour faire vraiment un vrai gameplay qui a du sens et qui est amusant tant que ça. Oui, tu as raison, parce qu'on dirait que moi aussi, d'instinct, ce serait pas le premier jeu le premier film que j'adapterais en jeu. Exact. Versus La Guerre des Étoiles, où, bon, même dans le titre, on imagine déjà un gameplay. E.T., ben, tu sais, si vous l'avez pas vu, c'est un film un peu familial, je devrais dire, qui est plus émouvant quand même, qui est même triste par moments. C'est pas un film d'action tant que ça. Il n'y a pas de quête. Donc, sa quête, c'est de retourner chez lui. Mais on est moins dans le blockbuster Indiana Jones-esque. Donc, moi aussi, on dirait que quand je regarde E.T., je suis d'accord que ça a été un gros succès commercial puis qu'il y a un attrait, mais on dirait que j'aurais de la difficulté à imaginer un gameplay là, pour ça. Oui. Ils ont saisi juste une opportunité sans plus. On dirait au départ, là, ceux qui ont eu l'idée sans avoir vraiment un plan de jeu. Là. Plus tard dans le mois, Warner a annoncé ses droits exclusifs mondiaux pour commercialiser des jeux d'arcade et des jeux sur console basés sur E.T. Bien que les détails exacts de la transaction n'aient pas été divulgués lors de l'annonce, il a été rapporté plus tard qu'Atari avait payé entre 20 et 25 millions de dollars américains, Seb, pour les droits. Une somme importante pour la licence d'un jeu vidéo à l'époque. Ça équivaut à 76 millions de dollars il ajusté à l'inflation. Beaucoup d'argent. Hey, c'est cher pour des droits d'adaptation en jeu vidéo, donc il faut en vendre des cartouches par la suite. Là. Lorsque Ross a demandé à Ray Kassar, qui est le PDG d'Atari, ce qu'il pensait de la création d'un jeu vidéo basé sur le film, il a répondu « Je pense que c'est une mauvaise idée.
Nous n'avons jamais fait de jeu d'action basé sur un film. » Donc, un jeu d'arcade basé sur la propriété E.T. avait également été envisagé, mais cela a été jugé impossible étant donné le court délai qu'ils avaient. Okay. Mais le 27 juillet 82, après la conclusion des négociations, Kassar a appelé le game designer Howard Scott Warshaw pour le charger de développer l'adaptation en jeu vidéo. Kassar l'a informé que Spielberg avait spécifiquement demandé à Warshaw et que le développement devait être terminé pour le 1er septembre afin de respecter le calendrier de production pour la saison des fêtes de Noël, ce qui lui laissait 5 semaines seulement pour réaliser le jeu. C'est franchement... Bien que Warshaw ait passé plus d'1 an à travailler sur des plannings de développement consécutifs pour des jeux, dont 7 mois sur un jeu qui s'appelait Yars' Revenge et 6 mois sur Raiders of the Lost Ark, le jeu adapté de Indiana Jones. C'était un designer connu à l'époque. Il a accepté l'offre en raison du défi de terminer un jeu dans un très court délai et à la demande de Spielberg, qui respectait beaucoup et avec qui il avait travaillé évidemment sur Indiana Jones. C'est sûr. Warshaw a considéré cela comme une opportunité de développer un jeu Atari 2600 innovant basé sur un film qu'il appréciait, à condition de trouver le bon arrangement. Donc, selon la légende, Kassar aurait offert à Warshaw 200 000 $ américains et des vacances tout frais payés à Hawaï en compensation. Donc, c'était ça son salaire. Warshaw a été transporté en jet privé au studio Warner Brothers pour rencontrer Spielberg. À l'époque, juste pour vous dire, Warshaw avait travaillé sur en fait, ces 2 jeux-là dont je vous parlais. Yars' Revenge, qui est un jeu un peu de style shoot 'em up, qui a été publié par Atari en 81 pour la même console. Donc, c'est un jeu de science-fiction où il y a une créature nommée Yar qui tente de détruire une base ennemie tout en évitant des tirs. Donc, ça a été un énorme succès commercial à l'époque. Ça a vendu plus d'1 million d'unités vendues. Quand même. Puis Raiders of the Lost Ark, c'est basé sur le film Les Aventuriers de l'Arche perdue de Indiana Jones. Et le jeu a été bien accueilli par les critiques à l'époque, mais on n'a pas atteint le même niveau de succès commercial. Il s'est vendu quand même à plus d'1 million d'unités lui aussi, ce qui en fait l'un des jeux les plus vendus sur la console quand même. Est-ce qu'il n'était pas si mal, ce jeu-là, dans le sens... moi, je me rappelle pas. Il me semble que selon les critiques de l'époque, c'était quand même bien, qui était quand même bien accueilli. De mon côté, je me rappelle, j'ai sûrement déjà joué, peut-être pas sur Atari, mais peut-être sur une future console quand il a été adapté. Là. Donc, Warshaw, c'était la rockstar de l'entreprise à l'époque. Spielberg l'avait choisi pour créer l'adaptation de Indiana Jones, qui a été un grand succès. Ensuite, on lui a demandé de faire la même chose avec E.T., mais là, il y a beaucoup moins de temps. Il y avait eu 10 mois pour faire Les Aventuriers de l'Arche perdue, et là, il y a 5 semaines pour faire E.T. Donc, gros défi. Par contre, il était enthousiaste, lui, face au défi. Il avait également décidé de tenter quelque chose d'original et d'innovant. Il disait en entrevue à l'époque, « Je savais que c'était beaucoup demandé, mais je ne pensais pas simplement. Je vais essayer. Et si vous allez le faire, autant le faire à fond. » Il avait donc un système de développement chez lui pour pouvoir mettre en œuvre des idées toute la nuit. Les gens lui donnaient à manger, ce qu'il disait, on me donnait à manger et de l'oxygène en vérifiant si j'allais bien et que je dormais. Mais ce fut les 5 semaines les plus intenses de ma vie. C'est sûr, mon Dieu. J'imagine. Warshaw a utilisé ces quelques jours pour concevoir la structure et segmenter le concept en 4 idées. Le monde, les objectifs, le chemin pour atteindre l'objectif et les obstacles. Il a imaginé un monde à 6 côtés autour duquel les joueurs pourraient flotter comme décor et a adapté une partie de l'intrigue du film E.T., téléphonant à la maison comme un objectif. Le joueur devait rassembler des pièces pour un téléphone afin d'appeler son vaisseau et arriver à un site d'atterrissage spécial pour atteindre cet objectif-là. Warshaw considérait les obstacles comme un élément qui déterminerait le succès d'un jeu et a rencontré des difficultés en tenant compte des contraintes de temps et des limitations techniques de la console. Inspiré par le film, des adultes ont été implantés comme antagonistes qui poursuivaient l'alien. Des fosses ont été conçues comme un élément pour cacher les pièces du téléphone ainsi que pour étendre le monde du jeu. Warshaw ainsi que d'autres dirigeants d'Atari ont présenté ce design-là à Steven Spielberg, qui n'a pas exprimé d'enthousiasme. Selon Warshaw,
Spielberg lui a demandé « Ne pourriez-vous pas faire quelque chose de plus comme Pac-Man? » Ouais. Oui, ça me fait rire. Croyant que le concept était trop dérivé d'un design de jeu commun, Warshaw a poursuivi avec son concept, qu'il croyait capturer la sentimentalité qu'il avait vue dans le film original. Parce que même adapter E.T. en Pac-Man, pas évident. Là. C'est les humains qui veulent manger E.T., je sais pas. C'est un peu étrange. Là. Mais dans ce temps-là, en plus, les gens qui sont pas dans l'industrie du jeu vidéo, leur conception devait être assez limitée, même pour Steven Spielberg, j'ai l'impression. Là. Oui, non, ça doit. C'est bref. Hein. Miraculeusement, il a réussi à terminer le travail et était satisfait de ce qu'il avait accompli dans ces circonstances. Spielberg l'a approuvé, le jeu est sorti et s'est bien vendu au début. Cependant, des critiques négatives ont rapidement émergé concernant la mauvaise jouabilité d'E.T. parce qu'il restait coincé dans des fosses et les gens abandonnaient en essayant de le sortir de là. Les distributeurs ont commencé à renvoyer des exemplaires, ce qui était assez inhabituel pour l'entreprise qui, généralement, produisait des jeux de grande qualité. L'année suivante, en 1983, en raison de plusieurs problèmes commerciaux, Atari a perdu 563 millions de dollars. C'est beaucoup, là. Ah oui, c'est énorme. C'est pas juste à cause de E.T., là, vous allez voir. Évidemment. Mais... On va revenir, mais c'est ça, le jeu avait quand même... il y avait plusieurs bugs, semble-t-il, à l'époque. Il n'y avait pas eu le temps de faire beaucoup de contrôle qualité. Ben non, en 5 semaines, on peut quasiment pas lui reprocher ça. Ben non. Je vais vous parler un peu de la réception du jeu parce qu'elle a été quand même mitigée. Il a initialement été bien accueilli là, sur le plan commercial, se classant parmi les 4 premiers là, sur la liste des ventes de jeux vidéo du magazine Billboard en décembre 1982 et janvier 1983. Il s'est vendu quand même à plus de 2,6 millions d'exemplaires d'ici la fin de 1982, mais au moins 669 000 exemplaires ont été retournés en 1983, donc c'est beaucoup quand même. Mon Dieu. Mais 2,6 millions d'exemplaires, ça en fait son plus grand succès à Warshaw, en fait. Parce qu'avec ces 2 autres jeux, il en avait vendu plus d'1 million, mais moins quand même que 2 millions. Donc, c'est quand même bien en 5 semaines d'avoir vendu plus que ces 2 premiers jeux, en fait, qu'il a fait en beaucoup plus longtemps. Malgré son succès initial pendant la saison des fêtes, les détaillants ont déclaré que les chiffres de vente n'avaient pas répondu aux attentes. Warner Communications s'est également déclaré déçu par le nombre de ventes. Les chiffres étaient inférieurs aux attentes, combinés à un inventaire excédentaire, et tout ça a entraîné une baisse des prix. Environ 3,5 millions des 4 millions d'exemplaires produits ont été renvoyés à l'entreprise comme inventaire invendu ou retour des clients. Malgré les chiffres de vente, la quantité de marchandises invendues, associée à la licence très coûteuse du film et au grand nombre de retours, tout cela a fait d'E.T. un échec financier majeur pour Atari. Mon Dieu. Sur le plan critique, le jeu a été largement mal reçu par les critiques, avec des plaintes courantes concernant le gameplay et les graphismes. Dans des critiques contemporaines, entre autres, il y a Nicholas Pileggi du New York Times qui l'a décrit comme un échec par rapport à d'autres jeux qu'Atari auraient pu sortir à l'époque, tels que Donkey Kong et Frogger. En 1984, les lecteurs de Softline ont nommé le jeu le 2e pire programme Atari de 1983 après Congo Bongo. Et je ne connais pas Congo Bongo. Moi non plus. Il faudrait que vous nous en parliez, les distordus là, gamers qui sont geeks du rétro gaming. Ouais, j'ai juste la chanson Coco Bongo en tête. Le jeu E.T. est fréquemment cité comme le pire jeu jamais réalisé. Dans le numéro 150 de Electronic Gaming Monthly, le magazine, il est classé en tête de la liste des 20 pires jeux de tous les temps. Et même chose du côté de FHM, il a été aussi considéré le pire jeu de tous les temps. Environ un tiers des personnes interrogées ont immédiatement cité ce titre lors de sondages, donc c'est assez, assez évident. Game Trailers, eux, l'ont classé comme le 2e pire jeu sur leur liste, mais je ne sais pas c'est lequel le premier dans leur liste. Les critiques attribuent souvent la mauvaise qualité du jeu au court laps de temps de développement, évidemment. Le développement précipité était très apparent. Les contributions de Warshaw ont été accueillies avec des réponses mitigées. Classic Gaming a qualifié le jeu de mal conçu, tandis que IGN a déclaré que le calendrier incroyablement serré imposait à Warshaw l'absous de toute responsabilité. Donc,
Warshaw n'exprime aucun regret pour sa participation à E.T. et estime avoir créé un bon jeu là, compte tenu du temps qu'il a eu pour les réaliser. Là. Ces critiques ont contribué à forger un peu la légende d'E.T. en tant que l'un des pires jeux jamais réalisés, puis ont alimenté la fascination là, pour son histoire et son impact sur l'industrie du jeu vidéo. Malgré les critiques négatives et les difficultés commerciales, le jeu a continué à susciter l'intérêt et la fascination des joueurs et des médias au fil des ans et éventuellement les internautes. En septembre 1983, Atari se retrouva avec un surplus de cartouches de jeux qu'ils devaient retirer de leur entrepôt à El Paso, au Texas. Ils décidèrent donc d'enterrer les jeux dans une décharge à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, pour empêcher les gens de les récupérer. Pour dissuader davantage les gens de creuser, il fut prétendu que du béton avait été versé sur la décharge en plus, là, pour ajouter à la légende. Oui. Cet enterrement fut enregistré dans le journal local et les personnes qui travaillaient dans la décharge en étaient au courant et s'en souvenaient. Donc, ce n'est pas une légende urbaine, c'est arrivé pour vrai, on vous le confirme. Au fil du temps, en raison du manque de documents écrits et du fait que, quelque peu fortuit que les cartouches d'E.T. furent enterrées au Nouveau-Mexique près de Roswell, l'événement fut oublié ou encore une fois élevé au statut de légende urbaine en raison de la zone 51 qui est pas loin. Ça ajoute du mystère. Le Nouveau-Mexique qui est un peu une zone très fréquentée par les ovnis. Certains diront aussi que Atari ont tenté de sauver des taxes en se débarrassant de ces cartouches et en réduisant ainsi leur inventaire aux yeux du fisc. Donc, il y aurait peut-être une magouille financière derrière ce geste-là. Là. En 2014, des fouilles archéologiques ont été menées à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, pour retrouver les cartouches enterrées du jeu E.T., ce qui a ravivé l'intérêt pour l'histoire du jeu et sa place dans l'industrie du jeu vidéo. On va vous y revenir plus tard. Hélas, mon cher Émile, peu de temps après la sortie du jeu, Atari va connaître un important déclin, mais comme on vous disait, c'est pas seulement attribuable à E.T. Plusieurs autres facteurs ont contribué à son déclin. La concurrence croissante de d'autres acteurs du marché tels que Nintendo, Sega, les micro-ordinateurs aussi, a réduit la part de marché d'Atari. De plus, des décisions commerciales contestées, des tensions internes et des tentatives infructueuses de diversification en dehors du secteur du jeu vidéo ont affaibli la position de l'entreprise. En 1984, Atari a été revendu à Jack Tramiel, le fondateur de Commodore, marquant la fin de son statut de leader du marché. Malgré des tentatives ultérieures de relance, la société n'a jamais retrouvé sa position dominante. En 1998, JTS a vendu, justement, le Jack Tramiel, a vendu ses parts d'Atari à Hasbro Interactive, Hasbro qu'on connaît pour Monopoly, etc. Et en 1999, Hasbro a annoncé qu'Atari serait son label préférentiel pour l'édition de jeux vidéo. Ainsi, après avoir été un leader incontesté pendant des années, Atari est devenu une entreprise un peu de seconde zone. Cependant, avec le recul, Warshaw a déclaré que l'idée de Spielberg de recréer un genre de Pac-Man avec E.T. aurait pu avoir du mérite. Emmanuel Gerard, alors membre du bureau du président de Warner, a suggéré plus tard que la société avait été prise dans un faux sentiment de sécurité par le succès de ses précédentes sorties, en particulier sa version console de Pac-Man, qui avait été commercialement réussie malgré une réaction critique pauvre. D'ailleurs, la version console de Pac-Man aurait aussi beaucoup de surplus enterrés dans le désert. Howard Scott Warshaw a changé de profession à plusieurs reprises et s'est récemment installé en tant que psychothérapeute, laissant E.T. bien loin derrière lui, au point que lorsqu'on lui en parle en entrevue, il nie que l'épisode E.T. et la réputation ultérieure du jeu l'avaient affecté émotionnellement. C'est drôle, hein? Tout cela a changé à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, en avril 2014, où une fouille a été organisée, avec entre autres des gens qui travaillaient chez Atari à l'époque.
Oui, il faut que, pour vous mettre dans le contexte un peu, il y a eu la sortie d'un film que vous avez peut-être vu, que moi j'ai vu aussi, qui est Atari Game Over. Il me semble que ça avait sorti même sur Netflix. Peut-être que même que ça a bougé vers Amazon Prime à un certain moment. Mais ça a sorti, je crois, en 2013 ou début 2014. Puis, c'est dans ce film-là qu'en fait, on explique vraiment en détail tout le développement du jeu E.T., le déclin d'Atari, puis aussi l'enterrement des cartouches dans le désert. Puis c'est suite au hype de ce film-là qu'ils ont décidé d'organiser une fouille en avril 2014 avec des ex-Atari, entre autres. C'est hot, OK. Des dizaines de fans étaient arrivés sur place, impatients de voir ce qui pourrait émerger. Puis, peu de temps après le début des fouilles, au milieu d'une tempête de sable, elle était là, une cartouche d'E.T. Howard, qui est sur place, pleure. En entrevue, il s'exprime. Ce que j'ai ressenti, c'était une joie pure et totale. Ce qui m'a frappé, c'est que quelque chose que j'ai fait il y a si longtemps créait encore de la joie et de l'excitation pour les gens. C'est ce qui m'a submergé. Le mythe était à moitié vrai, donc. Plus de 1300 cartouches ont été trouvées lors de la fouille. L'ancien directeur d'Atari, James Heller, était à l'excavation et a confirmé que 728 000 jeux avaient été... Ça n'a pas de bon sens, le nombre. Avaient été enterrés là, dont beaucoup de titres à succès, ainsi que des pièces de rechange inutilisables. C'était un déversement d'entrepôt pour une entreprise en difficulté. Il ne s'agissait pas de millions de jeux E.T. invendus, du moins pas ici. La majorité d'entre eux avaient été éliminés dans une décharge près du siège social d'Atari en Californie, selon lui. Mais le mythe était assez réel. En 2015, une des copies déterrées du désert s'est vendue 108 000 US aux enchères. Oh, quand même. Ouais, c'est beaucoup de sous, là. Auprès des collectionneurs, E.T. demeure un des jeux vidéo les plus en demande et le jeu restera toujours le symbole du crash de l'industrie du jeu vidéo en 1983. Oui, si vous voulez des cartouches de jeux de l'époque, ça se vend moins cher, me semble autour de 100 $. Tu dois pouvoir en avoir une parce qu'il s'en est imprimé des tonnes de copies. Oui. Puis le jeu est quand même mauvais, là, donc malgré sa valeur historique, il y en a quand même plusieurs à vendre. Mais si vous voulez un jeu qui a été déterré de la décharge du Nouveau-Mexique, qui ne fonctionne probablement pas, en fait, c'est vrai. On est plus dans les 108 000 et dans cette zone-là. Donc, la légende est vraie, en fait. La légende des jeux vidéo enterrés dans le désert est bel et bien vraie. Après, contrairement à l'histoire dans Low Reader, jusqu'à date, on n'a pas d'épisode de jeux vidéo hantés ou de fantômes dans la machine. Mais bon, qui sait, c'est toujours... moi, ça me fascine toujours les jeux vidéo enterrés comme ça, puis les légendes entourant des histoires comme ça, là, de jeux mythiques. Ah non, c'était excellent. C'était le fun de se retrouver dans ces années-là aussi, là, au niveau du gaming. Yes. Donc, Seb, je te remercie, je te souhaite une bonne soirée. Et même chose, cher Distordu, on se revoit très bientôt pour une autre mini-disto ou un épisode complet, qui sait. Bye bye!